Mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'information sur Eden TV, votre chaîne préférée. C'est donc l'heure de l'information. Voici les grandes articulations de ce journal. Le Bénin court-il le risque d'une invalidation de l'année scolaire 2017-2018 après plus de 3 mois de grève perlée? La réponse à cette préoccupation, c'est dans un instant. Nous reviendrons également dans ce journal sur le traditionnel Conseil des ministres tenu ce mercredi sous la présence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Une séance au cours de laquelle plusieurs décisions ont été prises et des nominations prononcées. Et puis, hors du Bénin, l'économie allemande est en bonne santé, mais tous les citoyens n'en jouissent pas équitablement, car un enfant sur 5 vit encore dans la pauvreté dans ce pays. Bienvenue à toutes et à tous. Depuis quelques mois, le système éducatif du Bénin connaît une paralysie de ses activités. Une situation qui se manifeste par des grèves perlées déclenchées par les centrales et confédérations de l'éducation. Face donc à cette cessation des activités pédagogiques, d'aucuns se posent la question de savoir si le Bénin court le risque d'une invalidation de l'année scolaire 2017-2018. Kazmi Pidjo, journaliste spécialisé en économie, tente ici une réponse à cette préoccupation. On l'écoute. Commencé donc en octobre, pour ne pas dire septembre 2017 jusqu'à aujourd'hui, les élèves n'ont pas pu faire de façon continue, les élèves n'ont pas pu faire un mois de cours. Comment vous voulez que cette année ne court pas le risque d'être invalidé? Vous savez, c'est une situation qui ne serait pas sans conséquence, non seulement sur les parents d'élèves, les élèves, mais aussi sur l'État. Le risque, il est là, il est permanent. L'année va prendre cette couleur-là. Même si l'année ne prenait pas la couleur donc blanche ou le risque de la validité, on a quand même un problème qui menace aujourd'hui le système éducatif. C'est que les diplômes de l'année académique 2017-2018 ne seront pas validés par les instances de validation. C'est-à-dire, ça paraît un peu bizarre, ça paraît un peu négligeable, mais les acteurs vont se rendre compte sur le marché. Les acteurs, tous ceux qui vont passer des concours, enfin, futurs, ceux qui vont passer des concours à venir, mais qui vont présenter des diplômes de cette année-là, ne seront pas retenus. Le Bénin ne vit pas en autarcie. Nous appartenons à un groupe. Il y a un ordre international qui nous gouverne. Les Béninois ne participent pas qu'aux concours à l'interne. Il y a des concours sous-régionaux, il y a des concours à l'international, il y a des entrées, il y a la promotion des cadres béninois au niveau international. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand on dit l'invalidation d'une année, ce n'est pas que interne, c'est aussi externe. Et c'est d'ailleurs des structures à l'international qui invalident. Ce n'est pas l'État béninois qui va se mettre à dire non, l'année ne serait plus. Non, ce n'est pas ça. C'est des structures à l'international. Et quand ces structures-là, ils ont déjà pris la décision, parce que des missions ont déjà séjourné au Bénin, ont constaté et puis ont pris la ferme résolution. Donc l'année académique 2017-2018 sera bel et bien de cette couleur blanche-là. Oui, elle sera de cette couleur blanche parce que les diplômes ne seront pas reconnus à l'international. C'est déjà ça, la première menace. La deuxième menace, c'est que, au-delà de cette invalidation, mais financièrement, c'est beaucoup donc de dollars, d'euros, de yuan que nous perdons. Parce que l'aide au développement qui accompagne le volet éducation ne serait pas accordée. C'est d'ailleurs ce qui fait beaucoup plus jaser le gouvernement, c'est ce qui fait courir le gouvernement à vouloir engager forcément les négociations avec les centrales. Nous avons coutume à prononcer le mot parquet sans forcément connaître ce que cela signifie dans le secteur de la justice. Pour donc mieux le comprendre, Carnot François Mbediento et Fréjus Fiorci ont tendu leur micro au 5e substitut du procureur de la République. Suivez ces explications. Vous savez, au niveau des acteurs de la justice,
nous avons des magistrats. Vous avez souvent entendu parler des juges et souvent du procureur et de ses substituts. Le procureur et ses substituts constituent le parquet, bien évidemment avec l'ensemble de l'administration qui suit. Et le rôle du parquet, c'est de poursuivre les infractions à la loi pénale. Et d'autres rôles qui s'ajoutent également à ce rôle principal, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est l'intervention dans le domaine civil, le contrôle des actes d'état civil. Et c'est ce paquet, enfin, je reprends le mot, le paquet qui joue le rôle de ministère public à l'audience. Si vous voyez bien l'architecture d'une salle d'audience, vous allez voir un monsieur ou des gens au milieu, un greffier qui prend l'autre à côté, et de l'autre côté, à l'extrême, vous allez voir le ministère public, qui toutes les fois qu'il veut prendre la parole, se lève et qui requiert au nom de la société. Donc, en réalité, le parquet est le représentant de la société dans les instances pénales. Acte de générosité aux malades mentaux de l'association Saint-Camille de l'hélice Oasis d'amour, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio s'est rendue ce mercredi 18 avril 2018 dans ce centre d'accueil et de réinsertion pour malades mentaux, les bras chargés d'un important lot de vivres. La cérémonie de remise des dons s'est déroulée en présence des responsables du dit centre, Horacia Djodji et Fiacre Voitan pour le point. C'est une promesse qu'elle vient d'honorer. Lors de son passage en fin d'année 2017, l'honorable Claudine Prudencio a promis aux pensionnaires du centre psychiatrique Saint-Camille de Tocan de revenir. Elle est là, les mains remplies de vivres, sacs de riz, de maïs, pâtes alimentaires, bidons d'huile et autres. Un geste de solidarité apprécié des bénéficiaires et du fondateur. Honorable, vous avez pensé à ces oubliés. Aujourd'hui, pour vous, ne sont plus des oubliés. Regardez, tous ceux qui chantaient, tous ceux qui dansaient, c'était des gens qui étaient hier dans la rue. C'était hier des gens qui étaient abandonnés. C'était hier des gens qui ne pouvaient pas adresser une parole à quelqu'un. Grâce à vous, aujourd'hui, voyez leur joie. Nous sommes très contents ce matin de vous voir au milieu de nous. Ce matin, notre joie, c'est de vous dire merci. Nous remercions d'abord le Seigneur qui vous a conduit sain et sauf et vous a amené dans notre centre ici, sain et sauf. Nous le remercions et nous vous remercions également. Merci pour tout ce que vous avez pu faire pour nous. Que Dieu le Tout-Puissant vous rende le centuple. Pour l'honorable Claudine Prudencio, tout remerciement doit être fait au Seigneur. Elle s'engage par ailleurs à être désormais aux côtés des pensionnaires du dit centre. Vous n'avez pas demandé à être ici, mes frères et sœurs. Il faut tout simplement prendre ça comme une œuvre de Dieu. Et s'il plaît à Dieu, vous allez retourner en famille. Vous allez retourner en famille. Voilà. Et je vais dire à M. Grégoire de ne pas me remercier. Nous allons remercier tous ensemble le Seigneur. Il est grand, il est merveilleux. Si moi-même je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à lui. Donc, il n'a pas à me dire merci. Nous sommes ensemble. Nous allons mener la lutte avec lui. Et je crois que vous allez obtenir la guérison totale. Le centre psychiatrique Saint-Camille de Tocan a été créé en octobre 2016 après ceux d'Avrancourt, Boycon et
À la une, bien sûr, de ce journal, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 18 avril 2018 sous la présence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs dossiers ont été examinés, dont entre autres les comités de bassin hydrographique, la réforme du comité produit intérieur brut tableau, des opérations financières de l'État, les malversations constatées dans la gestion des cantines scolaires, les mesures consécutives à l'incendie survenu au marché d'Antokpa. De nombreuses nominations ont été également prononcées au cours de la dite séance. Suivons ici un extrait du compte rendu du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Joseph Djogbenou. Au titre des mesures normatives, le comité de bassin hydrographique, le Conseil a adopté le décret portant attribution, composition et fonctionnement des comités de bassin hydrographique. Ces comités ont pour objet de débattre des grands axes de la politique de gestion des ressources en eau et de définir de façon concertée les modalités de protection des milieux naturels aquatiques à l'échelle du bassin hydrographique. Réforme du comité produit intérieur brut, tableau des opérations financières de l'État. Cet organisme a été créé dans le but d'assurer la cohérence des informations à caractère économique et financier. Il s'agit de celles qui sont fournies par divers services publics et d'autres qui proviennent de stratégies sectorielles et politiques économiques à mettre en synergie avec le programme d'investissement public. Mais après plus de 15 années d'existence, il urge de le réformer pour tenir compte, premièrement, des changements intervenus dans l'environnement institutionnel et dans l'organisation administrative des ministères. Deuxièmement, de la nécessité de le dynamiser par l'élargissement de son champ d'action pour y intégrer de façon précise les questions relatives au cadrage macroéconomique et aux statistiques des finances publiques. Communication. Au titre donc des communications, le Conseil a connu des dossiers suivants. Premier dossier, malversation constatée dans la gestion des cantines scolaires. Le gouvernement, préoccupé par le relèvement du niveau de fréquentation de nos écoles, a relancé dès la rentrée 2017-2018 les cantines scolaires, en partenariat avec le Programme alimentaire mondial. Un nouveau mode de gouvernance a donc été mis en place et un comité de suivi en assure le contrôle. Des séances de sensibilisation de tous les acteurs impliqués dans la gestion des cantines ont été organisées conjointement par le comité de suivi, le Programme alimentaire mondial et le ministère des enseignements maternels et primaires à l'endroit de plus de 2500 acteurs de l'école pour les habiliter aux 10 modes de gestion. Malgré ces dispositions, les missions de contrôle du comité, organisées en octobre et novembre 2017, ont révélé des cas de malversation, notamment des détournements de vivres impliquant plusieurs directeurs d'école. Leur mode opératoire consiste généralement à majorer l'effectif des enfants inscrits à la cantine pour justifier d'une sortie plus importante de vivres, notamment le riz, le haricot et l'huile. Les auteurs de ces fraudes se chargent ensuite de récupérer la différence pour leur propre compte et en partage avec leurs complices. Parlons à présent du bilan du gouvernement de la rupture par rapport aux activités menées pendant ces 2 dernières années dans le cadre du projet phare asphaltage par le ministère du cadre de vie et du développement durable. C'est un magazine de la rédaction de EDEN Télévision réalisé bien sûr par Antoinette Sagbo.
Améliorer les conditions de vie des Béninois, c'est le troisième pilier du programme d'action du gouvernement de Patrice Talon. Cela se traduit dans l'Axe stratégique 7 qui concerne l'aménagement équilibré et durable de l'espace national. Au premier lieu de son accession au pouvoir en avril 2016, un premier acte, la libération des espaces publics en janvier 2017. Les prémices du projet asphaltage sont donc posées pour l'aménagement des voiries urbaines. Nous avons couplé l'asphaltage avec un certain nombre de projets qui vont permettre de combler certains gaps de réseau viaire, comme la modernisation des marchés, comme la construction des cités administratives départementales. C'est un projet fondamentalement destiné à l'amélioration du cadre de vie de nos villes. Ainsi, dans le cadre de l'assainissement à long terme des villes, les communes du Grand Okoué ont été dotées d'importants équipements et infrastructures pour la gestion des déchets solides et ménagers. Des déchets essentiellement constitués de sachets plastiques non biodégradables. Le 3 novembre 2017, les députés ont voté à l'unanimité la loi numéro 2017-39 portant interdiction de la production, l'importation, l'exportation, la commercialisation, la détention, la distribution et l'utilisation de ces sachets. Plusieurs de nos compatriotes utilisent les sachets plastiques pour faire le feu, utilisent les sachets plastiques et mangent, donc prennent des repas chauds à l'intérieur, donc ce qui pose des problèmes de santé publique. Mais désormais, sur notre territoire, on peut produire des sachets biodégradables à base donc du manioc, des sondes de maïs. Et donc, il y a déjà des avancées à ce niveau, donc en termes d'environnement et en termes d'économie, en termes de développement durable. Cette loi est votée à partir du 1er juillet, il y aura plus de sachets plastiques sur notre territoire. Producteurs d'emballages biodégradables que nous sommes, les défis à relever pour juguler tous ensemble ce fléau restent encore nombreux. Voilà pourquoi nous promettons de faire usage utile des dons que vous nous faites ce jour. En matière de la protection de la couche d'ozone, on peut retenir la remise d'équipements à l'association des frigoristes et la formation des douaniers sur le système de contrôle des substances appauvrissant la couche d'ozone. Nous sommes en train d'éliminer certaines substances, dont les hydrochlorofluorocarbones qu'on utilise dans la climatisation. L'acteur principal pour vraiment contrôler cette entrée dans notre pays de ces substances, ce sont les douaniers. C'est pour ça que nous avons dit qu'il faut renforcer leur capacité par rapport à cet outil qu'on appelle Kekoutoul. Autre action, la mise en œuvre d'un plan stratégique pour la gestion durable des terres avec la naissance du concept « un changement de paradigme ». Le système en place que nous avons hérité de décennies de pratiques a été de dégrader, pas volontairement, mais d'utiliser la terre de façon extensive. Donc on utilise, on ne se préoccupe pas de sa durabilité et on passe à une autre terre. Donc, et c'est cette logique-là qu'il faut renverser. L'objectif du changement de paradigme, c'est faire en sorte que les incitations du système favorisent, encouragent des productions comme le coton biologique. Ce n'est pas la seule solution, hein, mais c'est une des solutions. Dans le cadre de la lutte contre l'érosion côtière, il a été élaboré le projet Protection de la côte à l'est de l'épi de Siafato et le projet régional Waka destiné à renforcer la résilience des habitants du littoral de 6 pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous pouvons d'abord dire que toutes les actions qui se menaient de manière éparse sur le domaine de l'érosion côtière ont été mises en synergie. Donc c'est ainsi que nous avons poursuivi les travaux à l'est de Cotonou dans une deuxième phase de ce projet. Nous avons également lancé, le processus de protection de la deuxième partie du segment, la priorité numéro 2, qui est le segment autour de Ouida, qui va bénéficier de quelques infrastructures de protection également. Mais là maintenant nous avons commencé l'approvisionnement en enrochement pour que l'entreprise soit à jour dans le planning. Ce qui concerne la côte à l'ouest, c'est-à-dire en allant vers le Togo, nous sommes dans un programme que nous appelons Waka. Ce programme permet avec le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire,
et puis Sao Tomé, Principe, de se retrouver pour définir la politique, une politique régionale en matière donc de renforcement de leurs côtes, pour sauver Gécon qui est en difficulté et la plate 10 janvier donc qui aussi se retrouve en difficulté. Un montant de plus de 31 milliards de francs CFA est alloué au Bénin dans le cadre de l'exécution de ce projet Waka. De même, le financement de la première phase du projet asphaltage est déjà bouclé. Juillet 2018 est retenu pour le démarrage de tous les grands chantiers du pilier 3 du PAG. Information hors du Bénin à présent, l'Allemagne est en bonne santé économique, mais certains Allemands ne profitent pas de cette croissance. Dans le pays, un enfant sur 5 vit dans la pauvreté. Des centres familiaux se mobilisent pour donc accompagner cette jeunesse laissée pour compte. Reportage. Tu peux le faire tout seul? Non? Avec ton papa ou ta maman? Ils savent à peine marcher, mais vivent déjà sous le seuil de pauvreté. Dans ce quartier défavorisé du sud de Berlin, des familles dans le besoin confient leurs enfants à ce centre social quelques heures par jour. Ils peuvent jouer, apprendre à lire ou profiter d'un repas chaud encadré par des adultes. Les enfants nous racontent que, lorsqu'ils ne mangent pas avec nous, ils mangent des nouilles instantanées qui coûtent 30 centimes d'euros. Et certains les mangent même crus. Nous essayons de leur donner le goût de la nourriture saine et variée. En Allemagne, 21% des enfants vivent dans la pauvreté. Un grain de sable dans les rouages de la première puissance européenne à l'économie pourtant florissante, mais qui voit chaque année ses inégalités se creuser davantage. Résultat, des familles aux revenus insuffisants qui n'ont pas toujours les moyens de prendre soin de leurs enfants. Cet autre centre berlinois assure un soutien social après l'école et un lieu de retrouvailles quotidien pour ces adolescentes. On peut papoter, on cuisine ou bien on s'amuse. Pour le directeur du centre, l'important c'est que ces ados ne restent pas désœuvrés et puissent bénéficier de l'aide des adultes. Les enfants viennent ici car ils savent qu'ils sont dans un endroit sûr, avec des adultes qui les encadrent, qui ont du temps pour eux et qui peuvent parfois les aider avec les services sociaux ou en appelant les parents. Ici aussi, des repas équilibrés sont proposés tous les jours. Pour pouvoir continuer à fonctionner correctement, ces centres, qui marchent en grande partie grâce aux dons et à l'aide de bénévoles, demandent aujourd'hui plus de moyens au nouveau gouvernement Merkel. Information avant de boucler ce journal, son électricité bon marché et sa fraîcheur ont fait du Québec une terre de prédilection pour les crypto-mineurs. Mais face à leur flux, les autorités de la belle province ont décidé de jouer la prudence. Reportage. L'ordinateur a remplacé la pioche, le bitcoin la pépite d'or. À 1 heure de Montréal, dans un hangar, des milliers d'ordinateurs génèrent des bitcoins. Cette crypto-monnaie repose sur la technologie blockchain, un livre comptable virtuel qui permet de vérifier les transactions sans passer par une autorité centrale telle une banque. Nos machines servent à calculer des transactions qui sont sur le réseau Bitcoin, donc qui permet de décentraliser les réseaux, de rendre les réseaux plus sécuritaires. En échange de la puissance de calcul de leurs ordinateurs, les mineurs 2.0 reçoivent une petite somme en bitcoin. Et plus il y a d'ordinateurs, plus ça rapporte. L'entreprise revendique 5 millions de dollars de bénéfices en 2 mois. Le froid, nécessaire au bon fonctionnement des machines, ainsi que le faible coût de l'électricité au Québec, ont vu le nombre de projets autour de la crypto-monnaie exploser. Un défi inédit pour la société d'État qui gère l'électricité de la province. Depuis la flambée du cours du bitcoin en octobre, Hydro-Québec a reçu des demandes équivalentes à la consommation de 83% des ménages québécois. Depuis le mois de septembre dernier, on a reçu un volume exceptionnel de projets du secteur des crypto-monnaies, principalement en provenance d'Asie et de Chine. On parle de centaines de projets. C'est un volume extrêmement élevé, exceptionnel, qui fait en sorte qu'on doit mettre en œuvre présentement une réflexion pour voir quels moyens on pourrait mettre en œuvre pour encadrer ce secteur-là. Les nouveaux projets sont aujourd'hui suspendus au Québec. Le temps pour le gouvernement d'adopter une stratégie globale et de mesurer l'impact de cette industrie naissante sur l'économie réelle. Pour les banques, par exemple, le blockchain pourrait être une manière de supprimer des intermédiaires dans leurs opérations.
Si le blockchain peut permettre de réduire les coûts, de réduire la main-d'œuvre nécessaire pour faire ces validations, réduire les coûts de transaction, mais c'est évident que c'est un plus pour le secteur bancaire. La Chine, l'Allemagne ou la France ont déjà affirmé vouloir réguler les crypto-monnaies. Au Québec, un flou juridique entoure encore cette jeune industrie, mais la ruée vers l'or numérique ne semble pas prête de s'arrêter. Eh bien, je le disais tantôt, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe de préparation et de présentation vous remercie de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Au revoir.